à tous, mesdames, messieurs. Merci de votre fidélité à votre émission Grand Défi. Grand Défi, aujourd'hui nous allons aborder les défis des délestages en République démocratique du Congo. Nous allons évoquer les différentes pannes que l'on rencontre sur les réseaux électriques à travers la ville de Kinshasa, à travers toute la République démocratique du Congo, puisque les mentalités des Congolais sont les mêmes partout. Et donc, il y a à dire, il y a des défis à relever dans le secteur énergétique de la République démocratique du Congo. Et pour en parler, je reçois pour vous les techniciens supérieurs Sébastien Nsiala Masiala. Nous l'avons déjà reçu, je crois, plus de 2 fois. C'est son plateau. Il a encore accepté de pouvoir répondre à nos questions pour nous éclairer pourquoi il y a toujours des souffrances dans le secteur de l'énergie dans notre pays. Il est vraiment, spécialisé et il est compétent pour le dire. Il est compétent pour pouvoir nous dire pourquoi tant de souffrances, pourquoi tant de pannes, pourquoi tant de délestages, pourquoi la situation dans le secteur énergétique n'évolue toujours pas. Monsieur Sébastien Nsiala Masiala, bonjour. Bonjour, Monsieur Gustave. Merci d'avoir accepté notre invitation. Okay, je vous remercie aussi de m'avoir fait confiance. Je rappelle que vous êtes le directeur général de la société Solutions énergétiques africaines. Effectivement. Est-ce que nous pouvons connaître quelque chose sur cette société? Effectivement, cette société a pour mission d'apporter des solutions énergétiques telles qu'il est décrit par sa définition. Donc c'est pour apporter des solutions, effectivement, parce qu'on en souffre tellement. Par rapport à votre introduction, on parle de bien des délestages. C'est un fléau qui est combattu dans d'autres nations. Et que nous, au jour d'aujourd'hui, on le prend comme une solution palliative. Non, c'est inacceptable. Donc on peut le combattre en appliquant tout simplement des normes, comme je vous avais annoncé dans les précédentes émissions. Voilà, c'est un fléau qui bloque l'économie du pays, qui déstabilise même l'organisation technique de développement et l'efficacité énergétique étant présente dans toutes les nations et nous y prenons du retard. Donc vous voulez rassurer qu'on peut combattre les délestages et l'éradiquer. Exactement, exactement, les solutions sont là. Juste l'application des normes, mais strictes des normes. D'accord, je crois que nos téléspectateurs vont découvrir effectivement comment. Je sais qu'il y a beaucoup d'électriciens qui suivent l'émission et ils vont comprendre pourquoi vous dites que nous pouvons facilement terminer les délestages. Alors, il y a délestage, il y a des pannes répétitives, il y a des incendies et des accidents mortels dus aux différents problèmes électriques. Voilà, alors ces différents problèmes... Qu'est-ce qui est à la base de cette situation en République démocratique? Alors, c'est la gestion des perturbations. Toutes les perturbations doivent être soignées, traitées déjà à la source pour que cela ne perturbe pas les réseaux d'alimentation publique ou les réseaux de distribution publique. Alors ce qui est à la base, c'est l'accumulation de défauts par habitation, par branchement, soit des bureaux ou des hôpitaux, ou de partout où on utilise l'énergie électrique, en fait, créer ce qu'on appelle les perturbations des défauts d'isolement. Et ces défauts d'isolement, le fait qu'ils ne sont pas traités à la source, ça perturbe les réseaux. Donc, pour ne pas citer les noms des entreprises qui travaillent dedans, ce qui est juste techniquement, les normes 1500, c'est à l'utilisation de l'énergie électrique. La norme 1500, en fait, détaille ce qui doit être pris en compte dès lors que la 1400 amène notre courant à la maison, parce que la 1400, c'est la norme qui est appliquée aux distributeurs des réseaux, aux distributeurs de l'énergie électrique. Nous irons aux solutions, comme vous êtes DG de la société
solutions énergétiques africaines, Voilà. nous irons aux solutions. Sans problème. Mais d'abord, je voudrais que vous puissiez nous dire les différents problèmes, les différentes pannes que l'on rencontre. Alors, il y en a Quelque part beaucoup. là, Il y en a beaucoup. lorsqu'on Il y en a parlait avec beaucoup. vous... Ça vous- commence par les surcharges, excusez-moi de développer un peu parce que vous n'êtes pas... Vous avez revenir. commencé par les installations non conformes. Non conformes, Ça signifie quoi? C'est ça. Alors, les installations non conformes, c'est déjà les installations qui ne respectent pas les normes. Il y a des tableaux types, il y a ces tableaux types qui sont hors normes, qui sont plébiscités, qui sont même enseignés dans certains centres de formation de la RDC. Ça doit être proscrit, interdit. Et que les tableaux aux normes, c'est le type de tableau qu'on voit derrière moi. Excusez-moi, parce qu'il y avait le... Voilà. On voit ces tableaux-là. Ça, c'est un tableau type qui est aux normes. Donc, on a les compteurs d'énergie. On a les disjoncteurs AGCP qu'on a à côté. Et puis, on a l'interdifférentiel. Et puis, on a les disjoncteurs de répartition de chaque circuit. Voilà, ça, c'est un tableau aux normes monophasé. Et de l'autre côté, c'est plus loin, on a un tableau aux normes triphasé, ici. Donc, voilà. Alors, ça, c'est le problème qui bloque le développement de ces secteurs énergétiques parce qu'il manque la sélectivité nationale. Mais je voudrais qu'on revienne un peu. Lorsque vous dites qu'il y a des installations non conformes, Non conforme. alors que ce sont les installations étudiées à l'école depuis des années. Et vous dites la base, les débuts, c'est au niveau de l'installation. Vous Effectivement. pensez que vous avez raison lorsque vous dites ça et que, je ne sais pas, on doit rentrer dans toutes les habitations pour déterrer, pour désinstaller et puis réinstaller ou comment? Alors, non, ça consiste en fait à refaire, surtout d'abord, tous les tableaux électriques. Tous. Hein, partant de l'ACCP, donc coupe circuit principal individuel, installé par la SNEL, ou bien coupe circuit principal collectif, donc AGC, non, CCP-C et CCP-I. Donc, soit on commence par là, après on vient sur les disjoncteurs, AGCP, et après on va dans les tableaux électriques. Donc en fait, toutes les installations électriques qui ne possèdent pas cet élément que je vous montre là, Ouais. tous les tableaux électriques de la République qui n'ont pas cet élément, donc c'est hors norme, bien branché, dont le net ne doit pas être bypassé, le net doit traverser l'appareil de protection. Toutes les installations de la République, je vous le confirme, créent des problèmes qui déstabilisent les réseaux de distribution nationale, qui fait que les câbles chauffent et les transformateurs brûlent. C'est une méconnaissance qui part de la formation déjà. Les centres de formation n'enseignent pas l'obligation d'avoir cet élément indispensable. C'est pour ça que j'ai eu à discuter avec beaucoup d'ingénieurs. Hein. Ils disent non, nous on ne met pas ça parce que ça fait sauter. Alors que quand ça saute, effectivement, ça fait son Ok. travail. Ok. Ça isole le problème à la source. Alors le fait de chanter ça, de bypasser, eh bien, ça ramène toutes les perturbations au réseau de distribution. C'est le fléau qui tue les réseaux de distribution de la RDC, dont la SNEL est victime au jour d'aujourd'hui. Je peux vous le confirmer. D'accord, c'est bien compris. Et vous parlez des branchements clandestins, vous l'avez dit ici. Qu'est-ce que ça signifie, branchement clandestin? Voilà, C'est parmi les problèmes. Hein. c'est parmi tant d'autres. En fait, le branchement Parce qu'il y a clandestin, des jeunes qui circulent les quartiers. Qui... effectivement. Alors, si les cabines, je précise bien, si les cabines d'alimentation, les cabines des quartiers étaient aux normes, eh bien, ces branchements-là devaient faire sauter les disjoncteurs qui seraient dans ces cabines-là. Mais malgré ça, ça ne saute pas, parce que là-bas aussi, il y a des problèmes. Il y a différentes cabines, les normes ne sont pas respectées. Ça, c'est la 1300, la 1300, 13D100 et la 1400. Ça, c'est les normes que je vous cite. Hein. Donc, le fait qu'il y a les problèmes dans ces cabines-là, donc même si on bricole dehors, on fait des branchements pirates, ben, ça ne saute pas, ça fait brûler les fusibles, ça fait chauffer les câbles et ça détruit les transformateurs de la cabine. Donc du coup, il manque de sélectivité, pareil. Donc, Alors que s'il y avait des dispositifs nécessaires pour contrôler les câbles,
Ouais. que dès qu'on fait un branchement pirate, ça disjoncte à la source. Eh bien, de suite, les techniciens viennent se dépêcher pour rechercher qu'est-ce qui s'est passé et ils vont trouver les malfrats pour le mettre hors d'état de nuire. De l'application des normes est stricte en fait. Le fait de vouloir faire que la moitié, l'autre moitié on laisse un peu, peut-être que demain on va revenir, ça fait que ça perturbe l'ensemble des problèmes de distribution. Et donc, si je veux bien comprendre, Oui. Les installations, Oui. et même de la SNEL, et dans les différentes maisons, il faut refaire. Il faut avoir une des réflexion dispositifs. générale. Alors, j'avais eu un entretien avec le service du ministère de l'Énergie. Ouais. Je les ai fait comprendre de quoi souffrait notre République, parce qu'on a à peu près la même génération que la Chine. Hein. Ouais. Et pendant les années 60, notre président, ex-président Mobutu, en parlait comme se développe de la même façon que la Chine. Mais la Chine a pris de l'avance 500%. Nous, on est encore à zéro. C'est énorme. Mais c'est énorme, quoi. On est encore à zéro. Parce que les Chinois sont allés à l'Occident, dans les pays occidentaux, copier. Ils ont regardé, ils sont retournés chez eux, ils ont refait les choses. Choses que nous ne faisons pas encore. Mais n'empêche, les choses qui existent, il faut que nous ayons le courage de s'imprégner de ces données techniques qui est à la disposition de tous pour copier ça, pour qu'on puisse moderniser nos installations et qu'on normalise un peu les installations électriques pour que le développement prenne effet et qu'on arrête les délestages comme solution palliative. C'est une incompétence avérée qu'on doit vraiment strictement corriger. Alors, qui opère dans les branchements clandestins? Qui font ça? Alors, les branchements clandestins, c'est des malfrats, c'est des agents de la SNEL. Non, peut-être, mais on ne peut pas accuser des professionnels qu'on connaît. C'est plutôt c'est les journaliers ou bien c'est les gens de la rue. Hein. Parce que les agents SNEL ne font pas ça. C'est les gens de rue qui bricolent en dehors de la connaissance du propriétaire qui est à SNEL. Quoi. Et c'est font pour faire de l'argent. Et ça perturbe le réseau. Mais il y a quelque chose qu'on peut faire éventuellement au niveau de la 1400. On ira pour isoler oui, tout branchement clandestin. Tous les branchements clandestins. Dès lors qu'on touche les câbles, ça renvoie un défaut à la source, donc disons dans la cabine, et ça coupe la ligne en question. Ça coupe la ligne en question, il n'y a plus de courant. Les gens vont se plaindre, oui. Les agents vont venir contrôler si qu'est-ce qui s'est passé. Ils vont trouver dans tous les cas, vous savez, on ne peut pas voler les courants sans un câble visuel. Ouais. On vole les courants sur un câble qu'on branche, on peut le voir visuellement jusqu'à l'abonné, donc on peut le suivre, voilà, c'est ça. Sinon, on a des matériels adaptés pour faire les recherches. On a cet appareil-là en probe, en haut, qui suit effectivement les traçages des câbles pour voir qui c'est qui a volé les câbles. Ah, okay. Et la justice doit aider la SNEL d'un côté et aider le ministère de l'Énergie pour traquer et condamner les perturbateurs, parce qu'ils sont bien nombreux. On peut les localiser parce que le câble électrique est bien visiblement, on le voit quoi. Donc on peut les suivre. C'est physiquement, on peut les suivre. Alors, l'autre problème, vous parlez des surcharges dangereuses. Alors, les surcharges dangereuses, c'est les connaissances, mauvaises connaissances par rapport à la norme, à l'application de la norme 1400. Il faut qu'il y ait un équilibrage des phases et puis ne pas surcharger les circuits. Quant par rapport aux sections des câbles, il faut qu'on respecte la puissance réelle et que le fusible soit vraiment fusible, qu'on ne mette pas de brin. On dénide les câbles de terre, on le met comme fusible. Non, ça doit être strictement interdit dans les cabines. Et comme ça éviterait effectivement des surcharges. Et si les fusibles font parce que la charge qui est sollicitée dépasse les calibres de ces fusibles-là. À ce moment-là, il faut soit refaire l'installation ou créer notre départ pour ne pas surcharger. Et donc, vous voulez dire que ce n'est pas fait? Non. Au moment où nous tournons l'émission. Au moment où on parle actuellement, si les surcharges est toujours permanent. Ça déstabilise le bon fonctionnement des distributions de l'électricité dans notre pays et de partout. Parce que ce n'est pas contrôlé. Moi qui vous parle ici, on est dans notre bureau.
Mais le fait de ne pas avoir un compteur, de ne pas avoir un disjoncteur tel que je vous présente là, on ne sait pas exactement la puissance que nous consommons. Donc du coup, en accumulant toutes les puissances, y compris les pertes techniques, donc on dépasse largement ce qu'on devait nous fournir, ce qui est prévu. Et donc du coup, à l'arrivée, à la source, au niveau de la cabine, tout chauffe. Tout chauffe, bien sûr. Parce qu'on ne sait pas combien on reçoit comme puissance. Ah, l'autre problème, c'est l'absence de la mise à la terre. C'est quoi la mise à la terre? Alors en fait, la mise à la terre, c'est juste pour ramener les courants de fuite dont on parle à la terre, pour protéger l'homme, pour protéger les humains contre les électrocutions. C'est indispensable. C'est vrai que s'il n'y a pas de terre, ça perturbe aussi le réseau parce que les défauts qu'il lui reçoit, le défaut qui est créé dans toutes les maisons, dès qu'il est présent, il faudrait que cela parte à la terre. Si la terre n'est pas là, ces défauts-là restent et ça retourne sur le réseau par la loi de Lenz. Donc les perturbations qui est produit, c'est comme la force électromagnétique qui est produite, retourne à la cause qui donne naissance. Telle est la définition. Donc du coup, le fait d'avoir des perturbations ou les surcharges qui ne partent pas à la terre, s'il y a un défaut, ça ne part pas à la terre et ça retourne à la source. Et si maintenant on place les dispositifs différentiels qui doivent être obligatoires aussi, vous voyez dans ces tableaux, vous avez la GCP ici, la GCP étant là, ici vous avez les dispositifs différentiels, l'interrupteur différentiel à côté, qui accompagne les disjoncteurs général qui est aussi différentiel. Alors lui va constater s'il y a une fuite de courant, dès lors qu'il y a la terre, ça part à la terre, lui saute, de suite il y a une fuite. Donc il faut qu'il protège les réseaux, il protège aussi les personnes. Et s'il n'y a pas ces disjoncteurs-là, effectivement, ces défauts qui est créé dans chaque installation, les défauts, les perturbations, les fuites de courant, ça perturbe le réseau d'alimentation. C'est ça qui fait que ça chauffe. On ne comprend pas pourquoi les transformateurs chauffent. C'est toutes les perturbations accumulées, y compris les charges réelles, par manque d'équilibrage des phases, ça fait chauffer les éléments de distribution électrique. Voilà. Alors, on termine parmi les problèmes que moi j'ai personnellement observé puis relevé. Oui. Vous pensez qu'il y a l'utilisation des matériels de mauvaise qualité. Bon, ça aussi, dans tous les cas, ouais. Les normes imposent une réglementation stricte. Les matériels qui doivent être installés pour les installations électriques, ouais. Ces matériels doivent être vérifiés par un organisme agréé. L'OCC? Non, il ne fait pas bien son travail. C'est dommage parce que moi, j'ai été contrôlé plusieurs fois, mais quand on donne l'argent, on a contrôlé, s'il vous plaît. Excusez-moi, je n'accuse pas, mais je vous dis ce qui est juste. Parce que si les matériels étaient contrôlés, on ne verrait pas ce qui... Parce que souvent, ce qui vient dans le bilocos, ouais. Le matériel électrique, c'est les matériels qui font des dégâts là-bas de l'autre côté. On a déclassé et les gens amènent ici. Et ici, c'est branché de partout. Hein. Voilà, c'est au niveau de contrôle. La douane est là, mais... Vous n'avez pas confiance. Non, ils ne font pas. Vous voyez les câbles qui brûlent? Oui. J'avais constaté. Les câbles goûtent. Ça brûle, ça goûte. Ça chauffe, ça goûte. C'est de mauvaise qualité des câbles qui viennent de l'autre côté, qui ne sont pas contrôlés ici. Ça rentre. C'est ce qu'on voit de partout. Les câbles ne doivent pas pleurer. Quand ça chauffe, ça doit noircir. Ça devient très très dur encore. Mais ça ne doit pas commencer à faire goûter. Donc l'isolant devient un plastique mouillé, c'est chauffé, mouillé. Ça commence à faire des gouttes, c'est pas bon. Ce qui fait qu'après ça fait des courts-circuits. Et même quand ça fait des courts-circuits, il n'y a rien qui saute là-bas. Ça brûle sans fin parce que c'est comme ça. Alors, lorsqu'il y a autant de pannes que nous venons de répertorier, il y a des conséquences énormes. Vous pouvez nous les conséquences en dire pour permettre à ceux qui font ça de comprendre la gravité des conséquences de tout ce qu'ils font. Voilà. Alors d'abord, comme vous pouvez comprendre, tout type de perturbation correspond à une protection. Voilà. Quand on parle de surcharge, il faudrait des protections thermiques. Surcharge, parce qu'il y a un réchauffement. Alors quand on parle de fuite de courant, il faudrait des dispositions magnétiques, différentielles, pardon.
différentiel. Quand il s'agit des fuites de courant, c'est différentiel. Et quand il s'agit des courts-circuits, à ce moment-là, il nous faut des protections magnétiques. Voilà. Après, les surcharges atmosphériques, là, impérativement, chaque installation, surtout dans les bâtiments isolés, doivent être munis de parafoudres. Ok. Sinon, le paratonnerre pour les bâtiments en hauteur. Effectivement, toutes les installations doivent être équipées d'un réseau de terre individuel. Parce qu'on est en TT. Réseau de terre. Réseau de terre individuel pour chaque maison, chaque installation. Dans les tertiaires, ça serait les bâtiments recevant du public, comme les hôpitaux, les écoles, et les bâtiments communaux de la commune. Il faut qu'il y ait la terre à tous les points, par exemple, tous les points lumineux. Il faut qu'il y ait phase et être et la terre. Toutes les prises, phase et être et la terre. Et là, c'est pour protéger. C'est pour protéger l'ensemble de l'installation, c'est les éléments qui sont indispensables. Okay. On serait aux normes. Qui ne se trouvent pas. Ah non, beaucoup de maisons, il n'y a pas de terre. Moi, j'ai des prises ici, il y a deux phase et net terminées. Et d'ailleurs, ils ont piqué les nets sur un câble dans le faux septique là-bas de l'autre côté. C'est du bricolage ici. Donc ça, ce n'est pas professionnel. Et ça perturbe les réseaux d'alimentation. Non, non, c'est pas professionnel. Donc là, vous voulez dire que toutes les maisons, toutes les habitations en majorité, ne sont pas protégées lorsqu'il n'y a pas de les terre. réseaux de terre. terre. Pas les réseaux de terre individuels. Chaque maison devait avoir son réseau de terre individuel, qui n'a rien à voir avec les réseaux de terre de la distribution. Donc nous courons beaucoup de dangers. Des dangers permanents et de partout, et dans toute la République. Ce qui est dommage, c'est que toutes les installations n'étant pas aux normes, et notre distributeur en souffre. C'est pourquoi vous parlez des incendies. Oui, effectivement, les résultats, ouais. C'est le fameux délestage qui nous plombe, qui bloque le développement du pays. Les incendies faisant partie, sans compter les morts accidentellement électrocutés, les électrocutions, soit au niveau des agents ou les utilisateurs de l'énergie électrique, et la mise en danger autrui. On voit souvent des câbles dénudés dehors, mais bon, que voulez-vous? C'est ce qu'on a appris à l'école. Hein. On a appris à l'école. Et lorsqu'il y a incendie, on perd. On apprend à l'école. En matériel et en finance. Effectivement, ici, on apprend encore à l'école les ligatures. Vous savez ça? Les ingénieurs, ils font des ligatures bien faites et tout là. De l'autre côté, c'est interdit. Donc, on ne peut pas encore recourir à la ligature lorsqu'il y a... La ligature, en fait, c'est la technique qui s'appliquait dans les années 50. Nous sommes en 2026. À l'époque où on commençait à quitter les 75 volts, pour passer à 110. Okay? Là, on utilisait encore la ligature. Dès lors qu'on est passé en 220, 230, de l'autre côté, on a des raccords adaptés. Parce qu'il y a ce phénomène de dilatation, vous comprenez? Vous voyez, les chemins de fer à 30 degrés Celsius, vous voyez, les chemins de fer se rallongent. Juste un peu de soleil. Hein? Mais là, le point où le câble est interrompu, on fait des ligatures. C'est le point faible en fait de conduction des électrons dans les conducteurs. Donc ce point-là va chauffer naturellement. Plus on mettra la charge sur le circuit, ce point où il y a la ligature va être un point de faiblesse qui va dégager de la chaleur, l'effet Joule. Et dès qu'il va chauffer, il y aurait automatiquement dilatation, dont le cuivre et l'aluminium ont pratiquement les mêmes caractéristiques physiques. Donc quand ça chauffe, ça va dilater, il y aura dilatation, ça va s'ouvrir, et bien ça ne reviendra pas à son serrage initial. Ouais. Vous voyez? Alors que si c'était un manchon ou sertissage, ben ces contacts resteront en permanence. C'est ce qui fait que de partout où on fait des ligatures, soit en réseau souterrain dans les boîtes et tout ça, ou bien en réseau aérien, au lieu de mettre des raccords adaptés, on met des ligatures, mais ça fragilise les réseaux et ça crée les points de faiblesse qui pénalisent complètement les distributeurs et ça crée des défauts, beaucoup de défauts qui perturbent le réseau. Et voilà d'où naissent les délestages qu'on déplore, qu'on combat. Et il manque quelque chose. Qu'est-ce qui manque? Ben, ce qui nous manque, c'est les contrôles.
Donc d'où les contrôles. Il y a la formation, il y a le contrôle. Bon, les formations, c'est indispensable. Ça devait les suivre aussi. Et les habilitations électriques, parce qu'on ne sait pas qui c'est qui fait quoi. Normalement, la norme 18510, la norme 18510 détaille, donne les explications claires qui fait quoi et ça responsabilise tous les acteurs techniques et économiques de la filière énergétique. De là, on apprend tout dedans. On le dispense, hein, ces formations-là. Ouais. On les donne parce qu'en fait, il faut le contrôle, mais le contrôle permanent. Donc, il faut un service de contrôle du ministère de l'énergie. Ouais. Là, ça devient l'État. Vous avez parlé autrefois de la police. La police des conformités, des contrôles de conformité. Oui. Ouais. Il faut ça. Il faut une police de conformité qui sillonne toutes les avenues de temps en temps et il prélève tout ce qui ne va pas. Il fait les rapports au ministère de l'énergie. Pour des dispositions. Pour prendre les dispositions nécessaires parce que le ministère de l'énergie doit faire voter des lois, des décrets qui imposent aux acteurs économiques de la filière de suivre le règlement, l'ordre des normes qui doit être appliqué pour que ces bricolages ne soient pas au quotidien. Parce que finalement, s'il n'y a pas de contrôle, c'est tout le monde qui fait n'importe quoi. Parce qu'on a vu des ingénieurs, il y a beaucoup d'ingénieurs, des diplômes qui ont été distribués. Donc ces ingénieurs-là n'ont pas les compétences requises et on les lâche sur le terrain et ils branchent. Parce qu'il est ingénieur, il a son diplôme, il branche. Monsieur Sébastien Siala, oui, les réseaux électriques qui existent datent de l'époque coloniale. Et donc, lorsque je vous entends parler, c'est comme si vous voulez qu'on refasse tout, qu'on réinstalle tout, et qu'on mette les dispositifs que vous nous présentez ici. Et par où doit-on commencer? J'ai peur qu'on puisse dire on arrête Inga, on arrête tel, on recommence les réseaux et puis on met en place des dispositifs de contrôle et ainsi de suite. Voilà. Monsieur Gustave, écoutez, c'était comme ça depuis les années 50 et 60. Ouais. Vous avez de vieilles installations où il y avait des disjoncteurs magnétothermiques, même des disjoncteurs différentiels. C'est avec le temps qu'on a commencé à tout modifier, tout alléger. C'est simple, j'ai eu affaire aux anciens. Ouais. J'ai demandé qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là. Ouais. Non, parce qu'on enlevait ces dispositifs parce que ça ne faisait que sauter. Vous comprenez? Ouais. Le fait que ça saute, effectivement, le dispositif fait son travail. Ouais. Parce que quand ça saute, lui constate qu'il y a une anomalie. Ouais. Alors, le plus simple pour les ingénieurs congolais, ils ont supprimé les dispositifs qui sautent, ils chantent ça permettait de garder les alimentations en permanence. Et ça déstabilise les réseaux d'alimentation, les réseaux de distribution. Et ça crée des problèmes. Ça crée des problèmes que nous vivons au jour d'aujourd'hui. Okay. Les installations d'avant n'étaient pas hors normes. Donc, vous voulez dire que les schémas que vous avez, les bons schémas, étaient utilisés à l'époque? Étaient utilisés à l'époque, mais pas les schémas qu'on utilise ici actuellement. Hein. Attention. Ce qu'on utilise ici actuellement, je vous avais montré la fois dernière, où on rentre par le bas, on sort par le haut, c'est faux. Ce n'est pas fait pour nous. C'est fait pour notre régimité. Nous, on est en TT, il faut qu'on rentre par le haut, on sort par le bas. C'est nos dispositifs d'alimentation et de distribution. Alors, par où doit-on commencer s'il faut refaire les choses pour donner solution, justement? Effectivement, c'est une formation généralisée. On doit d'abord former tous les professeurs sur les normes, je précise, ouais. Tous les professeurs des branches techniques, des humanités, des universités, des universités, des centres de formation INPP, après dans les écoles techniques, tous les formateurs en pratique ou bien en théorie, ils doivent apprendre les normes. Hormis les normes, ils doivent être habilités, l'habilitation électrique, ouais. Ils doivent avoir ça. Ça ne prend que 3 jours. Quand ils auraient appris ces notions-là, théoriques et pratiques, ils sauront ce qu'il faudrait dispenser aux futurs ingénieurs. Voilà, effectivement. Il faut qu'il y ait un suivi aussi. On ne doit pas former des ingénieurs et les laisser dans la nature sans un suivi technique. Normalement, tous les 6 mois,
il faut aller voir si tout se passe bien, s'il n'y a pas de lacunes. D'un tel point, on note souvent, les ingénieurs qui sont diplômés ne retournent pas à la source dans les centres de formation. Ils partent dans la rue, ils partent dans le pays, travailler tranquillement. Maintenant, il faudrait que les centres de formation aient l'œil à ces ingénieurs-là pour les suivre, voir leurs évolutions. Parce que certains, ils ont fini l'ingénierie, mais ils font autre chose. Pendant 5-10 ans, il était maçon. Après, comme il avait son diplôme ingénieur électrotechnique, de temps en temps, il est électricien. Alors que les choses évoluent un peu. Électricien clandestin. Électricien clandestin, oui. Mais j'ai mon diplôme, je suis ingénieur. Et voilà. Mais l'habilitation doit être obligatoire. Les habilitations qui vont être supervisées par le ministère de l'Énergie doivent être publiées d'ailleurs prochainement, parce qu'on en avait parlé avec son Excellence, Monsieur le Ministre, qui prennent en compte cette obligation quasi nationale pour imposer les habilitations électriques à tous les acteurs de la filière. Quand vous parlez des habilitations électriques, vous voulez dire quoi? C'est une formation de 3 jours qui stipule toutes les notions électrotechniques, qui responsabilise d'abord l'employeur pour avoir un bon choix, n'est pas choisir un jardinier pour aller brancher un circuit électrique. Rapidement, vite fait, non, ça c'est fini. Il faut qu'il choisisse vraiment un électricien formé, habilité. Donc tout le monde doit être habilité. C'est une obligation qui doit être votée à l'Assemblée nationale. Et comme font toutes les autres nations du monde, et cette norme 18510 doit être appliquée ici pour permettre à responsabiliser tous les acteurs de la filière. Et puis un technicien sera vraiment technicien dès lors qu'il a son carnet d'habilitation validé par le ministère et son employeur. Donc on commence par la formation. L'habilitation électrique. Habilitation. Oui, et puis on passe la troisième étape peut-être. Alors, parce que on parlait des réformes. Parce que les réformes, en fait, c'est des lois, c'est des normes qui doivent être publiées. Ils doivent être publiés par décret et appliqués. Alors, j'étais en réunion avec le ministère de l'Industrie, qui, il n'y a pas longtemps, il avait publié des normes, beaucoup de normes. Mais on est dispersé parce qu'il y a 400 000 normes. Beaucoup. 400 000. 400 000, parce que ça englobe tout, y compris les normes scientifiques, les normes biologiques, ainsi de suite. Il y a tellement de normes qu'on ne va pas tout prendre. Nous, on va prendre d'abord les normes maîtresses qui concernent du secteur énergétique. Les secteurs énergétiques, voilà. On a tous ces différentes normes qui sont indispensables pour le bon fonctionnement de nos installations électriques et surtout de la production au transport jusqu'à la distribution et à la consommation. Dès lors que ces normes sont respectées, fini les délestages, fini les électrocutions et fini les incendies d'origine électrique. Et enfin, le pays pourra se développer et le président ne va pas nous tenir rigueur de rester 40 minutes au-dessus de l'aéroport suite au délestage. Pour qu'on ait une électricité durable et efficace, de qualité, est-ce que la population a-t-elle un rôle à jouer? Il est important que la population soit avertie. Donc j'ai fait un document que j'ai donné au ministère pour sensibiliser la population qu'il y aurait des changements. Il faudrait que la population soit avertie que désormais, les installations qui ne sont pas aux normes, il y aura une lettre de prévention qui va sillonner dans toutes les communes et on entendra parler à la presse de la part du ministère de l'Énergie. Ces documents permettra à alerter tous les propriétaires des maisons individuelles ou de bâtiments ou de maisons collectifs. Tous les propriétaires devraient être informés de ce qu'ils devaient entreprendre pour se mettre en conformité. Alors, il y aura des dates butoirs qui seront déterminées par rapport au Conseil des ministres. On donnera peut-être 1 an ou 6 mois pour toute la population. Pendant ce temps-là, les gens peuvent se mettre à jour
ou bien mettre leurs tableaux aux normes, leurs installations aux normes. Pendant ce temps-là, il y aura des formations, il y aura des contrôles d'encouragement, en fait, des contrôles vont venir pour conseiller. Tout va être supporté par le ministère de l'Énergie. Et au bout d'un an, maintenant, les contrôles de conformité stricts vont s'opérer pour condamner ceux qui ne vont pas respecter la mise en conformité publiée par la loi. Une installation conforme signifie quoi? Alors, une installation conforme, en fait, c'est une installation qui comporte à son départ, à son début d'alimentation, les dispositifs prévus à cet effet. C'est-à-dire, une installation conforme, c'est une installation qui commence déjà, par un disjoncteur d'abonnés, un compteur qui va compter l'énergie consommée à la clientèle. Okay. Parce qu'il y a la facturation qui doit suivre. Ouais. On ne doit pas facturer arbitrairement. Et puis, il y a un dispositif différentiel qui va protéger les usagers, parce que la vie est indispensable, la vie est importante, on doit le protéger. Ouais. Ça, le numéro 1. Et des disjoncteurs magnétothermiques qui va desservir chaque circuit. Et une mise à la terre conforme. Et un abonnement au fournisseur pour honorer les règlements de sa consommation. Voilà une installation en norme brièvement comme ça. Ouais. Après l'intérieur, c'est vrai que dans les bâtiments, on met souvent les installations en encastré. Et bien dans l'encastrement, comme je viens de le préciser, indispensable, il faut qu'il y ait la terre qui accompagne. Ouais. Et la terre, il est de couleur vert-jaune. Le bleu, c'est le neutre. Et toutes les autres couleurs, c'est les différentes phases. Et la terre, là, c'est la terre que nous voyons, on prend, on fait, ou bien c'est une terre qu'on vend au marché, ou c'est quelle terre? Non, 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 c'est la terre électrotechnique, on va dire la terre. Ouais. C'est un câble de cuivre. Ok. On cresse dehors, au moins 3 ou 4 mètres. On plante un piquet, on y met la terre fin, le sable fin, Ouais. et on ferme. Et on rentre dans la maison et on part au tableau en passant par une barrette de mesure à l'extérieur pour pouvoir mesurer la valeur. Si c'est là, c'est modifié. À ce moment-là, on peut soit améliorer, ou si tout se passe bien, ben, on les garde tel qu'il est pour garder cette protection indispensable pour chaque installation. Est-ce qu'il y a des choses à interdire aux ménages, à la population, aux enfants, de ne pas faire, d'interdire aux enfants ou bien aux utilisateurs de l'électricité à ne pas faire pour un bon courant électrique? Alors, bon, déjà, les fournisseurs nous fournissent déjà les courants que nous avons actuellement. Ouais. Sauf que, comme vous avez constaté, que le problème vient des utilisateurs. Alors, les concepteurs de terre, les installateurs, les ingénieurs, Ouais. souvent j'ai entendu parler, j'en ai vu à quelques reportages, et ils creusent, ils y mettent le charbon de bois, ils y mettent du sel, et tous ces ingrédients-là, ça permet juste de détruire les câbles de terre, quoi. Ce n'est pas fait pour améliorer ou pour faire quoi que ce soit. C'est pas bon. Et du coup, même si on met piquet de terre, tout ça, machin, mais le fait d'ajouter ces ingrédients-là, eh bien, ça détruit tout ça au bout de 3, 4, 5 mois. Il y a une réaction chimique qui s'est faite entre le câble de terre et le sel, ou sinon l'eau qui va s'accumuler dans les charbons. Ouais. Parce qu'en fait, là on jette le charbon n'a pas d'effet. Le charbon va juste empêcher que la terre vienne à cet endroit-là. Cet endroit-là va être engorgé d'humidité. Ouais. Et cette humidité-là va ronger les câbles de cuivre. Au bout de certain temps, il n'y a plus rien. Voilà. Et après, on croit que... Et cette terre-là, elle n'est pas bonne. La terre qu'on crée n'est pas bonne. Donc, du coup, les défauts de chaque installation, ben, au lieu d'aller à la terre, mais ça retourne dans les réseaux. Sinon, ça passe à travers ton corps et on rend la vie électrocutée. Voilà, donc vraiment... Qu'est-ce que la population ne doit pas faire Eh ben, concrètement? ils ne doivent pas bricoler. Ils doivent suivre des conseils des professionnels. Les professionnels formés, habilités. Pas les professionnels parce qu'il a son diplôme d'ingénieur, que ça y est, non.
Il faut qu'ils aient l'habilitation électrique. Vous parlez des branchements directs sans compteur. Alors, la population doit devenir comme la police numéro 1, parce que la population est la première victime. Ouais. Bon, la population, s'il voit quelqu'un, un agent qui n'est pas son habilitation, qui n'a pas de tenue SNEL, ils ne doivent pas toucher les réseaux SNEL. Ils doivent de suite l'interpeller, quitte à le faire arrêter par les autorités. Et ça doit être fait comme ça. Ceux qui tentent de modifier... Mais il faut interdire. Civiquement, on doit être tous des patriotes. On doit tous être civiquement des bons citoyens. Notre électricité. C'est notre électricité. On ne doit pas laisser à n'importe qui venir bricoler. Et si on paye, il ne faut pas payer. Il faut payer aux agents SNEL. L'agent SNEL qui viennent, s'il y a un document à payer, vous payez. Comme ça, les agents font leur boulot. Il faut appeler les numéros SNEL. Pas appeler les petits bricoleurs du quartier là. Il n'y a que la SNEL qui a droit de toucher sur son réseau. Et la population, quel type de matériel doit-elle utiliser? Alors, ces matériels-là, c'est les matériels normalisés. C'est marqué CE, normalement. C'est marqué CE. Donc, c'est ce type de matériel-là qu'on doit utiliser, référencé. Et d'ailleurs, les distributeurs, il y a des matériels normalisés. C'est ces matériels-là qu'on doit utiliser. Vous parlez de séchage volontaire. Non, en fait, les séchages, c'est l'ajout, c'est les ajouts. Parce que vous voyez, moi, j'ai mon appartement, et d'un coup, je crée un autre appartement derrière, ou bien ma parcelle, je commence à morceler, à vendre des petits bouts, j'ai toujours le même câble. Vous voyez qu'en ajoutant des maisons, il fallait soit changer les câbles, augmenter la puissance de mon abonnement auprès des fournisseurs. Ils ne disent pas. Alors, ils gardent tout en secret parce que ce n'est pas contrôlé. Ouais. Alors, toute cette augmentation des consommateurs, le fait qu'on ne change pas les câbles qui alimentent, on n'augmente pas la puissance, mais ça devient une surcharge sur le réseau d'alimentation qui pénalise les distributeurs. Vous ne pouvez pas utiliser au même moment les réchauds, les faire à repasser, les bouloirs ou les chauffe-eau. Ouais, les chauffe-eau, tout ça. Puis, non. Vous ne pouvez pas brancher. Est-ce que c'est interdit de faire? Non. En fait, en fonction de votre puissance d'abonnement, vous pouvez utiliser tout le matériel nécessaire. Au même moment? Au même moment, il n'y a pas de problème. En fait, c'est la puissance de votre abonnement qui détermine. Si vous dépassez la puissance, votre disjoncteur AGCP va couper. Okay. Donc à ce moment-là, c'est à vous d'équilibrer votre consommation par rapport à votre abonnement. Okay. Si abonnement, parce que chaque abonnement doit être déterminé avec une puissance bien déterminée, dont le tableau doit être étudié, calculé, pour y correspondre à une puissance réelle. Okay. Cette puissance va correspondre au réglage de votre abonnement. Vous voyez? Dès que vous dépassez la puissance souscrite, eh bien ça saute. Raison pour laquelle que de partout, on ne doit pas avoir des factures forfaitaires. Il faut qu'il y ait des factures réelles. On peut même brancher un compteur comme ça. Pendant un mois, on sait la consommation de cette maison-là pendant un mois. Après, on enlève, on lui laisse qu'il y ait le disjoncteur qui doit rester. Ça, c'est obligatoire. Mais le compteur, on peut s'en passer. Mais une fois, on sait déjà, on a déjà testé la consommation de ces bâtiments. Donc, ça va rester comme ça. Et le disjoncteur va être calibré. Si la personne modifie sa consommation, le disjoncteur va sauter. Et les compteurs, on part le mettre ailleurs pour voir aussi la puissance. Après, on peut continuer comme ça, parce que tous les gens vont payer exactement leur consommation en fonction des réglages qui vont être opérés sur les disjoncteurs. Vous voyez? Donc, on ne va plus tricher. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est que nous vivons, vous n'avez pas consommé l'électricité pendant un mois. On vient vous donner la facture, vous devez payer cher. Pendant que vous avez consommé 1-2 fois, parce qu'il n'y a pas de compteur. 1 jour, 2 jours. Ça pénalise tout le monde, mais parce qu'il n'y a pas de compteur. Parce qu'il n'y a pas de compteur. Donc vous voulez dire qu'il faut placer aussi les compteurs? Il faut placer les compteurs. On peut placer les compteurs en provisoire. Pendant un mois ou bien pendant 2 mois, le temps de voir la consommation réelle sur laquelle on va régler notre AGCP. Est-ce qu'on se comprend? Parce que si on règle notre AGCP à telle puissance, que cette maison consomme telle puissance. Donc on règle celui-ci et on le laisse. Lui doit rester. Lui, c'est indispensable. Les compteurs, on peut s'en passer. Les compteurs vont nous permettre de savoir exactement ce que la clientèle consomme. Comme ça, on ne le facture pas forfaitairement.
ni on surfacture, ni on sous-facture. Donc vraiment, on va être à sa consommation réelle qui va dépendre de la puissance de son installation. C'est lui qui va nous servir le point de repère. La GCP nous servira de savoir exactement ce que le client consomme comme puissance. C'est la police de l'énergie, la GCP. Alors, les ministères de l'énergie, la SNEL et les autres services rattachés, qui doit faire quoi afin que nous puissions avoir une électricité durable et de qualité? Parce que c'est le vœu de toute la population congolaise. Vous savez, une nation sans police, c'est une nation dans la perdition. Une nation sans armée, c'est une nation pareille aussi dans le débandade. La police de l'énergie, c'est le ministère de l'énergie et le secrétaire général de l'énergie. C'est à eux de brandir leurs connaissances, leurs capacités intellectuelles pour donner aux acteurs économiques. Tous les acteurs de la filière doivent recevoir du ministère de l'énergie ou de son secrétariat général les recommandations nécessaires pour l'application stricte des normes. Alors juridiquement, il faudrait que le ministère d'énergie mette la police judiciaire en accompagnement pour pouvoir faire valoir ce qui est des droits. C'est-à-dire dès lors que les normes vont être publiées, il faut qu'il y ait une police de conformité qui va accompagner les acteurs techniques, les acteurs économiques de la filière à l'application stricte des normes. Vous dites pour moins de délestage, moins d'accidents et plus d'énergie pour tous. Qu'est-ce que vous voulez dire là? C'est l'exigence. Cet élément que je reviens. Mais ça va nous aider parce que ça va isoler les problèmes à la source. Il y aura moins de délestage, moins d'électrocution parce que dès lors qu'on a cet élément indispensable avec sa terre, avec la terre dans chaque installation, dès qu'on est en contact direct sur un conducteur actif, ça saute. Donc on n'a pas le temps de mourir. Donc il y aura moins de délestage dans le sens où lui va isoler les problèmes à la source. Ça va protéger les réseaux de la SNEL. C'est cet élément qui est indispensable, mais dans toutes les installations. Vous voulez dire qu'il faut installer ça partout en République démocratique du Congo? Dès partout. C'est une nécessité indispensable. AGCP. Voilà, c'est ça. Mais c'est coûteux. Non, mais vous avez une voiture. La voiture coûte plusieurs millions de francs. Hein. Mais ça coûte à peine, si je peux parler en dollars, vous ne dépasserez pas 150 dollars. Hein. Alors, ça vaut presque une paire de chaussures. Voilà. S'il faut installer dans toutes les maisons, tous les propriétaires. C'est une obligation pour les propriétaires ou pour l'État de pouvoir installer? C'est les propriétaires qui doivent prendre en charge, protéger son installation, protéger d'abord l'installation qui lui arrive de la SNEL, et puis son propre installation d'utilisation de son énergie. Cet appareil protège les deux. Protéger même sa famille. Ça protège sa famille, lui-même aussi, et contre l'incendie aussi. Donc en fait, ça protège les réseaux SNEL en amont et en aval. Ça protège aussi l'installation d'utilisation de l'énergie électrique. Alors pour ceux qui ont suivi l'émission et qui peuvent vouloir avoir vos services pour aussi peut-être qui ont des bâtiments qui nécessitent de protection, qui nécessitent vraiment la sécurité. Il faut un bilan de puissance. Il faut que je vienne, je calcule la puissance que cette installation exige. Et de là, on aura la protection adaptée à cette installation-là. Et on lui mettra une protection pour que lui-même soit protégé. Et que son installation, si c'est industriel, son usine soit protégée. Et ou c'est une maison individuelle, si c'était un hôpital, pareil aussi. On a la capacité de pouvoir suivre et refaire les tableaux électriques normalisés pour que les dispositifs de protection soient installés. Monsieur Nsiala Massiala, nous avons fini pour aujourd'hui. Un mot pour terminer. Nous aimons notre pays. Par amour de notre nation, nous devons se saisir. C'est un fléau, le délestage. Que faire pour éradiquer? Les moyens que nous avons, c'est l'application stricte des normes. Rôle du ministère de l'énergie et le secrétariat général de l'énergie
qui doit imposer dans toute la nation congolaise, donner l'ordre aux acteurs économiques de la filière énergétique d'appliquer strictement les normes qui vont être publiées bientôt pour que cela soit suivi et on aura moins de problèmes d'ordre électrique. Tout ce on vient d'évoquer là, les décès d'électrocution, les incendies, les avaries de matériel. On perd beaucoup de transformateurs. Ici, on dit avarie, mais bon, ce n'est pas avarie. On va éradiquer cette incompétence-là. Et effectivement, en application des normes, on n'aura plus de problème. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Siala Masiala Sébastien. Je rappelle que vous êtes technicien supérieur et vous êtes rentré au pays pour aider le pays à pouvoir stabiliser son électricité, à pouvoir réformer son réseau, à pouvoir donc contribuer dans ce secteur pour que nous puissions avoir une électricité durable, efficace et de bonne qualité. Nous vous remercions et nous pensons que ce n'est pas la dernière fois. Nous aurons à tourner encore d'autres émissions, à réaliser d'autres émissions avec vous dans les secteurs énergétiques pour pouvoir contribuer, dire à la société ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire afin que l'électricité de la RDC puisse jouer son rôle dans le développement du pays. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci à la réalisation. Merci à l'équipe technique. La suite au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir. Au revoir.